Bonjour et bienvenue à l'acte 2 de la semaine du tribunal de l'actualité. Un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs du lundi au vendredi. Vous le savez, nous sommes en direct et en simultané sur les médias leaders Twitter et Watt FM. Nous sommes également accessibles sur les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scarlett Ouedraogo. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Juge Vaha. Bonjour, Président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Effondrement d'immeubles en construction au Burkina Faso, le collectif des syndicats des BTP fait son diagnostic et pointe du doigt la responsabilité de l'État. Cette sortie fait suite à l'effondrement d'une dalle d'un bâtiment en construction à l'université Norbert Zongo à Koudougou et qui a coûté la vie à 4 personnes. C'est le premier sujet enrôlé pour cette convocation. Et en deuxième partie de cette émission, nous allons nous intéresser à l'actualité en Guinée-Conakry, un pays dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes. Analyse des premières actions de la junte dans cette émission. Ça sera après la première virgule de cette émission avec le juge Vaha. Suivons justement cette virgule et nous revenons pour les débats. Juge Vaha, pour cette première partie, nous allons prendre votre avant-propos. Qu'est-ce qui a retenu votre attention ? Ce qui retient mon attention, c'est le rendez-vous de ce soir, puisque les étalons du Burkina auront à croiser les crampons avec les Fennecs d'Algérie, qu'on connaît assez bien, pour nous avoir déjà une fois barré la route dans le même exercice, puisqu'on est en train de parler de Qatar 2022, donc c'est Coupe du Monde. Et on a des étalons qui ont une bonne trajectoire. On a vu le dernier match qui a été livré face au Niger avec un excellent 2-0, où on a vu beaucoup de belles choses et on espère que cela sera réédité ce soir. C'est sous le coup de 19h, je crois. Et puis, je me rappelle qu'à mon JDS, journal du dimanche soir, j'ai pu échanger avec Bansi Aristide, qui est team manager au niveau de l'équipe, qui a parlé de l'état d'esprit des garçons, qui pour lui est en tout cas dans un bon positionnement pour affronter donc ces Fennecs-là et y aller sans complexe. Il est beaucoup, on va dire comme ça, engagé autour de ces jeunes-là, et c'est intéressant la façon dont les choses sont managées aujourd'hui. Il dit qu'il est un genre de courroie de transmission entre le staff, on va dire le manager général qui est celui qui est le sélectionneur, et puis ces petits-là, il connaît la réalité, et la plupart de ceux qu'ils vont rencontrer, c'est ceux avec qui il a croisé les crampons aussi il n'y a pas si longtemps, et il connaît la pression aussi du terrain. Donc pour moi, il y a cette bonne solution-là, cette bonne alternative-là qui permet de recadrer, de garder une équipe qu'on a envie de reconstruire dans les rails, sans pour autant mettre à l'écart ceux aussi qui ont une expérience, qui ne peut pas chausser encore les crampons, mais qui peuvent toujours apporter quelque chose. Mais ce qui nous a traduit, en tout cas pour moi, c'est une équipe qui est assez en confiance. Et je pense qu'avec le Niger, on a pu le voir. Mais c'est clair qu'avec l'Algérie, c'est un test grandeur nature. Ça nous prouvera beaucoup de choses sur notre forme aujourd'hui. Tout ce qu'on peut espérer, c'est un bon résultat pour ce soir et le meilleur des visages des étalons. Donc rendez-vous ce soir donc à 19h pour ce match de la Burkina Faso-Maroc. En tout cas, merci pour ce regard sur l'actualité sportive. Merci Juge Vaha. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission. Pensée spéciale et prompt rétablissement au juge Bougma. Alors, premier sujet, en tout cas enregistré et enrôlé pour cette convocation, l'effondrement de la dalle d'un bâtiment en construction à l'université de Koudougou a coûté la vie à 4 personnes et continue de faire des gorges chaudes. Pour le collectif des syndicats des bâtiments des travaux publics, le responsable est tout trouvé, il s'agit de l'État. Juge Vaha, déjà un mot par rapport à cette sortie-là. Bon, et quand on regarde aussi, vous savez, quelquefois face à certaines situations, chacun tente de tirer aussi la couverture vers lui. Là, c'est des acteurs du BTP qui sortent pour, selon eux, fixer les responsabilités dans ce qui est en train de se passer là. Et ils partagent la lecture qui est la leur. Et à la fin aussi, ils rappellent leurs conditions, parce que c'est ça aussi, un syndicat, il existe aussi pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, donc ils représentent, et remettre en cause des avancées qu'on aurait pu obtenir si on se préoccupait de certains textes qui étaient les nôtres et sur lesquels on travaillait. Je pense que c'est un peu le regard qu'ils ont partagé, mais il y a une opinion aussi, forcément, qui pas loin de jeter un doigt accusateur sur ce qu'ils sont et le travail qu'ils mènent, étant entendu qu'on a coutumier aujourd'hui de ce type d'actualité, effondrement de ceci, effondrement de cela, c'est souvent des établissements, alors qu'en la matière on se dit mais comment est-ce que ça peut arriver?
Au grand mot, les grands remèdes, dit-on. Alors, au niveau de l'État, on avait vu au lendemain du drame de Dandé des mesures qui avaient été annoncées justement pour mettre fin à la mauvaise exécution des marchés publics au Burkina. Mais visiblement, avec ce qui s'est passé à Koudougou, on a toujours du mal à trouver, en tout cas, cette solution miracle-là pour mettre fin au phénomène qui a la peau dure. C'est là, je pense que vous êtes en train de mettre le doigt sur le plus important. C'est comment faire pour que cela ne se répète pas. Parce que si ma mémoire est bonne, parce que j'avais gardé un peu les quelques chiffres que nous partageait le ministre Ouaro, qui était concerné aussi au premier chef par la même réalité. Et après le travail qui a été fait sur les effondrements des infrastructures scolaires, il a pointé du doigt les questions de complicité ou de corruption. Il a dit que ce sont les causes premières. Et il avait été recensé pas moins de 110 infrastructures éducatives qui s'étaient effondrées très récemment. Et quand on regardait les 110, les durées de vie, 4 bâtiments seulement sur les 110 avaient plus de 40 ans, et 15 avaient entre 30 et 40 ans, 18 entre 20 et 29 ans, 23 entre 10 et 19 ans, 26 entre 5 et 9 ans, 24 entre 1 et 5 ans. Ça veut dire quoi? On est dans l'illogie la plus forte. C'est-à-dire que plus le bâtiment est vieux, moins il est sujet à s'écrouler. Il est susceptible de s'écrouler. Mais ça ne rien comprendre. Bien au contraire, c'est bien parce que le bâtiment est jeune que sa durée de vie devait être plus longue. Donc ça veut dire quoi? On mettait plus de sérieux dans la construction de bâtiments il y a 10, 15, 20 ans. Aujourd'hui, il y a moins de sérieux, puisque dans les 110 bâtiments qui ont été recensés, vous verrez que on est à quoi? Près de 22, vous prenez 22, 24, c'est-à-dire que 21, 24 plus 22, vous êtes à quoi? Plus de 66% des bâtiments qui datent de moins de 10 ans, en gros. 66%, c'est-à-dire que la majeure partie des bâtiments là datent de moins de 10 ans. Ceux qui sont en train de tomber. Donc, il y a à bien questionner les choses. Je suis d'accord avec le ministre Ouaro qui disait, par exemple, qu'il faut regarder dans les questions de complicité et les questions de corruption. Mais ça, c'est bien de dire cela. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et puis, pourquoi est-ce que ce qu'on n'arrivait pas à voir avant, on le voit maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à interroger? Parce que regardez aujourd'hui, disons-nous les choses aussi tout nettes. Petit changement, vous avez de nouveaux entrepreneurs qui se créent. On sait comment ça fonctionne, et puis on se passe les marchés. Mais finissez de donner vos marchés à des bons petits, c'est ce qui va arriver à la fin. Comment est-ce qu'on peut comprendre que ce soit les bâtiments qui soient les plus jeunes qui tombent? Et puis il y a beaucoup. Vous prenez le cas de Koudougou pour revenir à cela, mais il y a beaucoup de choses à redire. Il y a beaucoup de choses à redire. L'entreprise en question, je ne sais pas si vous avez souvenance, c'est bien Suzy Construction. Il y avait un cas, c'était l'année passée, non? C'était l'année passée, si ma mémoire elle est bonne. Mai 2020. Un stade décoiffé après le vent et tout, qui devrait être livré dans le cadre du 11 août à Tinkodogo, 11 décembre à Tinkodogo. Et après, c'est-à-dire un an après, on voit que le stade est décoiffé parce que le vent était passé par là. Dame Nature, qui est le testeur en chef des bâtiments que nous avons et des constructions, a montré que, bon, en tout cas, ce qui avait été posé là-bas n'était pas si fiable que ça. Je me rappelle qu'en son temps, c'était le ministre Azoupiou, ministre des Sports, qui sur sa page Facebook avait dit que, bon, par des voies de redevabilité, il faut dire que le bâtiment en lui-même, c'est-à-dire que le stade en lui-même n'avait pas encore été réceptionné et que du fait des activités du 11 décembre, les travaux avaient été suspendus et donc l'entreprise devrait reprendre les travaux après et tout et tout. Bon, l'entreprise aussi de rassurer et tout. Donc quand vous écoutiez, il y avait même aussi l'exécutif qui mettait un peu à l'aise dans ce qui s'était passé. Mais s'il y avait eu quelqu'un là-bas, le discours n'allait pas être le même. Mais je veux dire, c'est dans cette réalité-là aussi que souvent nous sommes. Il faut plus de rigueur, il faut plus moins de complaisance. Et puis, pour moi, bon, quand vous êtes celui qui détenait les rênes, votre rôle n'est pas de dénoncer, votre rôle c'est d'agir. Dit qu'il y a corruption, je ne sais pas si ça c'est du nouveau pour les Burkinabés que nous sommes. On sait comment ça se passe. Donc,
Dire qu'il y a corruption, c'est pas ça le problème. Ça, il y a le REN là qui le dénonce à chaque fois. Il y a beaucoup de rapports qui sortent et qui dénoncent ces malversations et puis ces façons de fonctionner dans un secteur qui est quand même assez sensible. Donc, oui, mais qu'est-ce qu'on fait depuis qu'il y a ces dénonciations? Je crois que c'est ça qui est le plus important. Et la réalité à Koudougou vient nous jeter cela encore à la face. Alors, le drame de Koudougou, le bilan, il est lourd. On parle de 4 personnes qui sont restées sous la dalle. Pour beaucoup, sur ce chapitre-là, l'État, qui est le contrôleur des contrôleurs, est défaillant sur ce chapitre-là. Alors, est-ce que, justement, il n'y a pas un travail à faire pour davantage contrôler ces chantiers-là, pour qu'on n'assiste pas aux drames qu'on a vus, qui aujourd'hui sont légion? C'est vrai. Il faut dire que c'est pour ça aussi, dans la chaîne, quelquefois, on se demande, mais qui ne fait pas son boulot? Parce que c'est tellement bien fait. Il y a celui qui commande le travail, il y a celui à qui le marché échoue, il y a les techniciens qui travaillent là-dessus, il y a des niveaux de contrôle qui devraient permettre à ce qu'on n'en arrive pas à du travail bâclé. Maintenant, comment est-ce que dans la chaîne, chacun se présente comme avoir fait son travail, et puis on en arrive des fois à des situations où quand vous regardez même la question de la teneur des matériaux, la densité qu'on devrait avoir, on ne l'a pas, ou bien le nombre, vous regardez les l'épaisseur des fers qui devaient être utilisés, ne sont pas ceux-là qui ont été utilisés. C'est-à-dire on se donne des marges en utilisant des matériaux toujours de qualité, pas de qualité forcément moindre, mais qui sont beaucoup moins chers, qui ne vont pas avec l'ouvrage demandé, mais puis ça passe. Et après, on se retrouve dans des situations qui sont celles d'effondrement et tout. Alors qu'il y a eu contrôle. C'est quoi le rôle, c'est quoi le contrôle dans ce cas de figure? Je pense qu'il y a un sens étymologique à la chose, c'est de venir regarder et attester de ce que les choses se font selon les normes et les règles. C'est ça le contrôle. Et quand il y en a, à plusieurs niveaux, d'abord celui au niveau même de l'architecte, au niveau de l'ingénierie aussi, parce qu'il y a un ingénieur qui suit tout cela. Donc quand vous regardez, il peut pas avoir des niveaux de contrôle de ce type-là. Et puis on en arrive, c'est vrai que rien n'est infaillible. Mais je pense aussi que la récurrence avec laquelle on commence à assister à ces bétons qui tombent, à ces murs qui s'effondrent, à ces toits qui s'envolent, ça nous oblige à nous poser de vraies questions. Ça veut dire que le secteur commence à être des plus gangrénés. Et puis, je me dis, quand vous regardez un amphi, concernant Koudougou, c'est près de 22 milliards de francs CFA, le projet. Il est financé par beaucoup de partenaires qui accompagnent le Burkina Faso. Je pense qu'il y a une banque arabe qui accompagne, il y a beaucoup d'autres. Donc, quand vous êtes sur des projets comme ça, qui devraient permettre de mettre l'étudiant encore plus à l'aise, auxquels certains bailleurs de fonds adhèrent, lorsque vous devrez revenir avec d'autres projets, il y a un minimum. Il faudrait que vous soyez sérieux dans la conduite du projet avec lequel ils sont allés avec vous. Et aujourd'hui, regardez, 22 milliards, on est déjà à cette réalité-là. Dieu merci. Et moi, je pense que ça, c'était aussi le minimum. C'est qu'on a appris qu'il y avait certains qui avaient, je pense, 5 personnes, non, mises en garde à vue pour voir comment est-ce qu'on situe les responsabilités et tout. J'ai lu beaucoup de commentaires, et ça, c'est la réalité aussi, souvent aussi du Burkina. Pour beaucoup, le coupable est déjà trouvé. Ceux qui ont à charge d'exécuter le chantier ont une grosse responsabilité. Ça aussi, c'est une vérité. Mais il faut regarder techniquement qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Mais je pense que d'un point de vue logique, il y a la responsabilité engagée, ne serait-ce même que morale, de celui qui exécute le projet, de ceux qui ont à charge la question du contrôle. Quand on a écouté, par exemple, le syndicat qui est sorti, il a, c'est vrai, tiré à boulet rouge sur le gouvernement. Souvent aussi, j'ai jamais dit que c'est des gens qui sont dans leur rôle, mais il y a aussi un petit message qui a été envoyé à l'endroit de l'ordre des architectes, comme pour dire, balayez dans votre propre maison. Mais à la vérité aussi, c'est que c'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne, pour moi, qui doit être assainie, dans laquelle, vous savez, dans tout type d'entreprise, je parle d'entrepreneuriat de façon générale, chacun vient avec ses tares et ses qualités, ses volontés et ses ambitions.
autant vous trouvez dans tous les secteurs des gens bien qui sont chaque jour à vouloir faire mieux, autant vous trouvez des brebis galeuses pour qui le plus important c'est de se mettre le plein de sous dans la poche, advienne que pourra, pour ceux qui viendront soit payer la marchandise ou qui consommeront ce qu'ils auront à produire. Ça c'est une réalité. Donc dans le domaine de la construction c'est encore plus impactant et il faut être beaucoup plus regardant, il faut être beaucoup plus strict. Mais ce caractère strict là, le regard, c'est de l'ordre d'abord de ce qui revient de façon régalienne à ceux qui gèrent, c'est-à-dire ministères et autres. Parce que aujourd'hui on a aussi la réalité de ce que c'est pas la plupart de ces constructions, tout n'est pas forcément géré, piloté par le ministère. Vous savez qu'avec ce qu'on a comme des décentralisation et autres, il y a d'autres qui reviennent à certains autres niveaux qui sont ceux de la décentralisation. Mais là aussi, il faut une formation. Il faut une mise à niveau. Sinon, on va se retrouver dans les mêmes réalités que nous sommes en train de dépeindre ici. On va se retrouver à répéter les mêmes choses. S'il y a corruption, il faut bien regarder. Je ne sais même pas si, parce que si le ministre le dit de façon très claire, c'est qu'il y a des éléments. Mais le problème au Burkina, c'est qu'on dit il y a ceci, on dit il y a cela, mais après quand ça se tasse, on passe à autre chose. Et je pense que ça c'est grave. D'accord. Alors on a rappelé la sortie du collectif des syndicats des BTP qui n'ont pas été tendres avec le gouvernement, mais est-ce que l'État peut être tenu pour seul responsable dans ce dossier-là? Est-ce que justement ces acteurs du BTP ne doivent pas avoir le courage de se regarder dans la glace? C'est une réalité. Ils doivent se regarder dans la glace parce que ça, c'est sûr qu'on va en parler. Mais je crois aussi que celui qui a toutes les cordes, qui tient tout en main, qui est le chef d'orchestre, je suis désolé, mais ceux qui ont été élus c'est ceux qui ont mis en branle tout un programme dans chacun des secteurs de notre vie et dire que non, on peut le faire et on pense qu'on peut vous proposer mieux. Je crois que c'est d'eux que vient d'abord la solution. Je disais tout à l'heure que quand on regarde, c'est seulement 4% c'est-à-dire les bâtiments qui sont tombés, les 110 bâtiments qui sont tombés recensés par le ministère du ministre Waro. Quand on regarde bien, sur les 110, c'est seulement 4% qui ont plus de 40 ans. C'est-à-dire, dans les 110, il y a 4% seulement qui ont plus de 40 ans. La logique aurait voulu c'est-à-dire que les bâtiments qu'on recense, parmi ceux qui sont tombés, soient nombreux parmi ceux qui datent d'il y a longtemps. Donc ça veut dire qu'il y avait une pratique qui était bonne à un moment donné. Il y avait une façon, il y avait un process qui était bon à un moment donné. Mais qu'est-ce qui est advenu pour qu'on se retrouve dans des situations où ce sont les bâtiments les plus jeunes, c'est-à-dire que ce qu'on construit il n'y a pas longtemps là qui tombe. C'est qu'il y a moins de sérieux. Et le ministre disait quelque chose qui était intéressant. Et je pense qu'il faut bien regarder là-dedans. Des messieurs qui sont là, qui sont à la fois derrière l'exécution du marché et derrière le contrôle. C'est-à-dire que vous regardez, vous voyez des entreprises, vous voyez des entités distinctes, mais en fait, c'est une chaîne qui appartient à un même intérêt. Dans ce cas de figure, vous êtes foutu. C'est-à-dire que celui qui exécute est celui qui contrôle. La personne est juge et partie. C'est encore pire. C'est-à-dire que la personne donne tous les gages de ce que ça a été bien fait. Et là, vous ne pouvez pas sortir de l'auberge. Mais ça doit être bien regardé. Si le ministre le dit, ça veut dire qu'il y a des cas. Mais qu'est-ce qu'on fait de cela? Il faut investiguer. Parce qu'on ne va pas continuer à regarder et puis aller faire, nous, journalistes, des reportages. Vous voyez, dans certaines zones, des enfants qui sont blessés, des enfants qui sont traumatisés pour être allés à l'école et parce que le toit leur est tombé dessus. Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. J'ai dit que pour moi, c'est un secteur assez sensible. On ne peut pas continuer de faire des diagnostics. À un moment donné, on doit pouvoir avoir des têtes qui tombent. Et puis, quand vous regardez, je ne pense pas que quand on construise des bâtiments et tout, lorsque ça tombe, ça ne se sait pas, ça se sait. Vous n'avez qu'à nous sortir les listes des entreprises
dont les noms ressortent souvent dans des bâtiments tombés, et puis l'affaire commence à être réglée. Parce que quelquefois aussi, quand on discute, on a l'impression qu'on est en train de tourner en rond sur un phénomène pour lequel on n'a pas forcément de solution, ou on est vraiment désarmé. Je ne pense pas que ce soit plus difficile que ça. Quand on prend la liste des bâtiments qui tombent, ceux qui sont de l'ordre de la commande de l'État, parce que ce n'est pas des privés et tout, les bâtiments, les écoles qu'on fait construire, on connaît comment les marchés là sont donnés. On connaît les noms des personnes, des entreprises qui ont les marchés. Quand vous regardez, votre nom est récurrent. À chaque fois quand vous faites un marché, vous l'exécutez, il faut reprendre ici, il faut reprendre cela, il faut faire ceci, il faut refaire cela. Mais à un moment donné, est-ce qu'on va continuer comme ça? Et après, on s'assoit encore en conseil, on vous donne encore un autre marché. Et après, non, et ça ne va pas, on sent qu'il y a de la corruption. Mais est-ce qu'on est logique avec nous-mêmes? Vous sortez la liste, on regarde. Si ton nom ressort plusieurs fois dans ce genre d'écart-là, mais c'est simple. Moi, je pense que, peut-être que ma vision est simpliste, mais je pense que le monde, là, il est fait aussi simplement, quelquefois, pour certaines solutions. La plupart du temps aussi, les solutions sont souvent celles les plus simples. Si on est honnête avec nous-mêmes, et si on n'a rien à cacher, ou s'il n'y a pas souvent ce genre de connexion dont on quelquefois on ne veut pas se faire le courage de dire les choses. S'il y a ces promiscuités, il y a ces connexions-là, ça sera toujours difficile d'avoir des noms. Ça sera toujours difficile de savoir que ceci, cela. Parce qu'après, quand vous donnez des noms, vous voyez des liaisons. Et là, commence à tomber aussi certains masques. Mais il faut qu'on soit clair. Vous voyez, quand on nous a fait le point, la dernière fois, par exemple, concernant les écoles qui se sont effondrées, on nous a donné que des chiffres. Quand on nous dit que plus de 60% viennent des bâtiments qui ont été construits il n'y a même pas longtemps. Alors que quand vous prenez l'article 43, par exemple, du Code de l'urbanisme, il dit quoi? Que la construction stipule que l'entrepreneur est responsable de l'exécution proprement dite des ouvrages sous le contrôle technique de l'architecte et de l'ingénieur. Il a la responsabilité de la bonne exécution et de la finition de l'ouvrage. Il assume une responsabilité décennale sur les ouvrages exécutés à compter de la date de leur réception définitive. Cet article précise en outre que lorsqu'une maison s'écroule alors qu'elle n'a pas 10 ans, c'est l'entrepreneur a priori qui est responsable de l'exécution de son marché pour n'avoir pas respecté la réglementation. Ça, c'est l'article 43 du Code de l'urbanisme et de la construction. C'est clair. Peut-être que notre école là, c'est allé tellement loin qu'on ne peut pas comprendre ce français-là. Mais c'est clair. Responsabilité fixée. Quand on vient, on nous donne que des chiffres. Mais derrière les chiffres là, il n'y a pas de nom. Les entreprises n'en ont pas de nom. Quand on va nous sortir des noms, vous allez voir des noms qui vont revenir. Mais après, vous serez surpris de voir qu'on leur accorde encore des marchés. La question au fond, c'est qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on est franc avec nous-mêmes? D'accord. Le ministre Alkassou Maïga Koudou a tenu un langage de fermeté. Il annonce des sanctions pour ceux-là qui seraient épinglés dans ce dossier-là. Alors, pour beaucoup, c'est un drame de plus. Ils n'attendent pas grand-chose. Est-ce que vous comprenez un peu ce pessimisme-là sur certains Burkinabés, notamment par rapport au traitement qui est réservé à ce genre de dossier? Moi, j'ai dit, pour l'affaire de Koudougou, avec les morts qu'il y a eu, c'est clair que ça ne peut pas passer comme ça. Ça ne peut pas passer comme ça. On a vu le procureur qui s'est saisi rapidement de la chose. Je pense que c'était le 1er septembre. On a vu 5 gardés à vue et tout. L'affaire est grave. Bon, je pense tout aussi grave que les nombreuses écoles qui tombent un peu partout, dont on a fait le recensement il n'y a pas longtemps. Aussi grave, mais là, on est dans une situation où il y a des morts. Et je pense qu'ils ont tiré tout le sérieux de l'impact que cela pourrait avoir. Et puis, ça fait quand même aussi mal. C'est vrai que le ministre a dit qu'il y avait une cellule de crise qui avait été mise en place pour voir un peu situer les responsabilités. Mais je pense que ce n'est pas des choses qui devraient rester impunies. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Et le problème, c'est qu'on est souvent dans l'émotion. C'est l'émotion du moment. C'est-à-dire, on fonctionne comme une véritable boule de neige, très sensitive lorsqu'il s'agit d'actes, et puis qui passe à autre chose, et puis c'est fini.
comme si on voguait au gré, comme vous voyez un peu sur les réseaux sociaux, on passe de buzz en buzz, c'est-à-dire que d'intérêt nouveau à intérêt nouveau. Tant et si bien que on oublie, et quand survient un autre drame du type, on se rappelle, on dit d'ailleurs même il y a eu ceci, mais où sont d'ailleurs les responsables dont on parlait? Quid? Et c'est ça aussi le souci. Quand l'école s'était effondrée, le toit de l'école était parti avec la pluie il n'y a pas longtemps, on avait vu des enfants qui étaient blessés et tout, le traumatisme qu'il y avait. Il y avait cet élan qui était partagé par tout le monde pour dire non, il faut que ça s'arrête. Et c'est comme ça que, on se rappelle que le ministre Ouattara a été obligé, lors d'un point de presse, de faire un point sur ce qu'il y avait eu récemment et de sortir un peu un genre de photographie pour que chacun se fasse un genre de diagnostic. Mais derrière, le ministère n'a pas tout assumé, n'a pas dit c'est ma faute ou quoi que ce soit, mais elle a indexé un certain nombre de pistes, corruption, complicité et tout. Mais jusqu'à présent, sur la question, on est passé à autre chose. On n'a plus évolué dans ce débat. Peut-être que beaucoup de choses sont en train d'être faites, mais non pas sous la même lumière. Mais celui de Koudougou vient nous rappeler encore le même sujet. Est-ce qu'on va continuer comme ça, passer à autre chose, aller sur d'autres chantiers, des guéguets, tiraillements ministère, syndicats, sur d'autres questions. Et puis quand il y aura encore un bâtiment qui va s'effondrer, on va tous revenir pour dire, mais monsieur le ministre, dites-nous, c'est à qui la faute? Non, je pense qu'on doit avoir aussi, petit à petit, sur certains moments qui nous ont fortement touchés, après le clair mot de la situation. Si on doit se retrouver dans des situations où on va avoir encore des chiffres, on ne nous donne toujours pas le nom de ces indélicats-là, ces moutons noirs, on ne va pas s'en sortir. Même quand vous prenez le cas de l'autorité de régulation de la commande publique, c'est l'ARCOP, non? Même eux, ils publient les listes des entreprises qui sont interdites maintenant de soumissionnement ou quoi que ce soit. Parce que, forcément, il y a des indélicatesses qui ont été confirmées. Quand vous prenez l'eau même en sachet qu'on boit, maintenant là, on commence à publier aussi des noms d'indélicats. Il faudrait que pour ce genre de travaux qui sont faits, et ça j'irai sur ma fin pour certaines réalités qu'on a eu à partager récemment, il aurait fallu qu'on ait de véritables noms. J'ai dit, quand on parle de Suzy, l'entreprise Suzy, c'est Suzy Consulting et je ne sais pas comment ça continue. Dès que j'ai vu l'affaire de l'effondrement, j'ai entendu le nom de l'entreprise, j'ai dit merde, tiens. Mais je me rappelle que la question du toit du fameux stade de Tinkodo qu'on présentait comme un joyau, qu'on présentait comme voilà, en matière de construction quelque chose qui devrait être montré en exemple et tout. Mais c'est bien eux qui étaient derrière. Et ils nous avaient rassuré que non, ça n'a pas encore été réceptionné, c'est pour ceci, c'est pour cela. Mais ça n'a pas été réceptionné, c'était dans le cadre du 11 décembre 2019. Et c'est en 2020 que le toit est parti, en mai, plusieurs mois après. Donc, je vais dire quoi? Je ne dis pas que c'est un mouton noir aussi, mais il y a deux cas déjà que j'ai concernant l'entreprise. Donc, elle a aussi intérêt à mettre un peu plus de rigueur dans ce qu'elle est en train de faire. Maintenant, il y a l'autre aspect, parce que je ne veux pas qu'on termine aussi le sujet sans l'aborder. Le syndicat des BTP, ceux qui ont eu à faire le point de presse, je pense aussi qu'il y a un minimum, c'est accepter de se regarder dans la glace. Même quand vous demandez par exemple à l'ordre des architectes de balayer devant sa porte, puis un peu aussi, j'ai l'impression, dans sa maison, et puis d'en retirer les quelques saletés qu'il y a. Je crois aussi qu'il faut avoir la décence de dire aussi que quand on parle de BTP aujourd'hui, on sait qu'en leur sein là aussi ça ne va pas. On donne des marchés, l'essentiel c'est de faire le maximum de bénéfices, quelquefois au risque d'un certain nombre, au risque de voir peut-être des vies gâchées après, ou de voir des bâtiments s'effondrer sur des gens. Donc ça, il y a un niveau de responsabilité qui pour moi se situe dans différentes strates. Mais ceux qui doivent faire cesser, c'est ceux qui sont au pouvoir, c'est ceux qui ont les leviers. C'est leur rôle d'ailleurs. J'ai dit, ça ne devrait pas être ça devrait être une honte
Une honte de s'asseoir et de dire que quand on regarde, les bâtiments qui sont vieux tombent moins que les bâtiments que nous, sous notre ère là, qu'on a pu donner comme marché. Je pense que ça dénote déjà des manques de rigueur, des genres de laxisme, et dans lequel il faut bien regarder. Parce que les chiffres parlent, ils sont têtus. Pourquoi est-ce que c'est sous vous que les constructions là ne font que tomber? Les écoles qu'on construit là, ça ne fait que tomber. C'est eux-mêmes qui nous ont fait le point. Donc la solution est dans vos mains. D'accord. Alors vous l'avez signalé tantôt, le judiciaire s'est saisi de dossier, une activité que nous allons suivre de très près et pourquoi pas enrôler une fois de plus au tribunal de l'actualité pour avoir des clés de lecture. Nous allons à présent passer au deuxième sujet enrôlé pour cette convocation et ce sujet-là va concerner l'actualité en Guinée. Il faut noter que le nouvel homme fort de Conakry a tenté hier, lors d'une rencontre, de rassurer les Guinéens, les partenaires et investisseurs étrangers. Il a promis l'installation d'un gouvernement d'union nationale de respecter les contrats miniers et économiques. Juge Voa, est-ce qu'il faut finalement conclure que le coup d'État est consommé? En tout cas, on est vers ce chemin-là. Quand on regarde, on a l'impression que, en tout cas pour les Guinéens, il y a un nouvel homme fort. Alpha Condé, en tout cas, en tant que président, c'est fini. Ça, c'est l'impression qu'on a. Parce que, regardez, c'est plein de symboles. L'obligation faite aux anciens ministres là, de venir, c'est cette convocation, donc avec obligation de présence. Et après, déposez vos clés, voilà, maintenant déposez vos clés, déposez vos passeports, et puis bon, attendez la suite. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ils sont venus même d'ailleurs d'eux-mêmes. C'est pas l'allégeance, c'est la reconnaissance de ce que il y a quelqu'un d'autre qui dicte la loi maintenant. Et donc pour moi, ça c'est déjà un grand symbole. Maintenant, j'ai dit encore, il y a toujours de la prudence à avoir. Parce que le cas burkinabé nous a enseigné que le coup d'État ne réussit vraiment que lorsque toutes les épreuves les pressions et les épreuves de force qui s'engagent, vous en sortez victorieux. On a vu les missions qu'il y a eu ici, et puis après, il y a quelqu'un qui semblait être assis, mais qui a compris que c'était pas dans le bon fauteuil. Et puis, on est revenu à une transition qui a terminé son cours. Et ça, pour moi, c'était une leçon. Aujourd'hui, il y a une pression, mais c'est pas à l'intérieur. On est dans un cadre qui est bien différent, puisque quand vous prenez même le cas, parce que j'ai pris déjà le cas burkinabé pour dire qu'il faut faire attention, c'est qu'en interne, il y avait des voix qui n'étaient pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Et c'était vraiment une majeure. Il y avait beaucoup de Burkinabés qui n'étaient pas d'accord avec. On a vu même des organisations de la société civile, on a vu les partis qui n'ont pas forcément adhéré. Donc, il n'y a pas eu l'assentiment en interne. Vous prenez le cas guinéen, aujourd'hui, il y a les forces vives qui, en tout cas, quand vous regardez, à défaut d'applaudir, en tout cas, on acquiesce de la tête et on continue. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et c'est une situation qui arrange plus d'un. Vous prenez la classe politique, une bonne partie continuait de dire que le troisième mandat de Condé, pour eux, était illégal. Donc, ce n'est pas Condé tombé qu'ils vont regretter. Vous prenez la réalité aussi qui était celle guinéenne, elle n'était pas aussi reluisante, avec un niveau de vie qui était de plus en plus touché. C'est vrai que Condé, il a fait beaucoup de choses, il a travaillé comme il pouvait, il a eu à réaliser beaucoup de choses, mais récemment, la question de la cherté de la vie qui gagne la plupart des pays, personne n'est épargné, touchait fortement les Guinéens et beaucoup plus. Je pense que ce qui faisait un peu le ras-le-bol chez eux, c'est vraiment le troisième mandat. Et vous savez, quand vous regardez Condé aussi, première élection, la seconde avec Cellou Dalein Diallo, c'était très chaud, si on se rappelle encore. Et même pour le troisième mandat, on parlait de bourrage d'urne et tout. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui petit à petit a vu son autorité s'effriter, qui petit à petit a été aussi un peu vomi par une bonne partie des Guinéens. Donc c'est dans ce contexte-là que survient ce coup de force. Donc logiquement, c'est-à-dire que l'accueil n'est vraiment pas pareil. Et en interne, on a l'impression que ce sont des Guinéens qui peut-être sont surpris,
mais se retrouvent dans une situation qui pour eux est bien meilleure et qui leur enlève l'inconfort d'un président qui ne faisait qu'à sa tête et qui n'écoutait plus presque personne. D'accord. Alors, mais jusqu'à présent, les condamnations continuent de pleuvoir, notamment par rapport à ce qui est en train de se dérouler en Guinée-Conakry. Alors, que valent finalement ces condamnations-là? Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers un scénario à la malienne? Non, on a compris quelque chose, c'est que les condamnations sont d'abord de principe. De dire qu'un coup d'État, on le condamne, c'est pas normal, c'est un coup de force, c'est une constitution qui est suspendue, il y a un ordre établi dans un pays, la constitution c'est celle qui est au-dessus de tout, et on trouve les moyens dans ce cadre-là pour pouvoir régler les problèmes qu'on a. Et donc quand on en sort, il faut le condamner. Je pense que c'est dans le principe que très souvent vous prenez la communauté internationale dont on parle très souvent, avec ses différentes composantes sous-régionales et autres, s'inscrivent. Mais il y a la réalité après. Quand vous prenez le cas tchadien, vous comprendrez. Vous prenez le cas malien, vous comprendrez. Aujourd'hui, comment accepter ce qui s'est passé au Mali, mais là, avec la même CEDEAO, je veux dire, un président malien qui a été fragilisé par de nombreuses sorties par d'abord la rue, et puis achevé par son armée. Quand je dis achevé, c'est d'un point de vue politique, par son armée. C'est pratiquement ce qui est arrivé en Guinée. Vous prenez le cas de Condé, il a essuyé beaucoup de manifestations dans les rues, avec des dizaines de morts, avec une répression qui était forte. Et aujourd'hui, c'est ceux qui le défendaient, ceux qui étaient sa garde républicaine, on dira comme ça, ceux qui étaient les hommes forts de Conakry, derrière lesquels il s'est caché en termes de bouclier, qui se sont retournés contre lui. Et aujourd'hui, vous allez dire quoi? Condamner d'abord la dynamique qui s'était passée au Mali, après l'accepter, et puis s'en accommoder. Et puis aujourd'hui, bander les muscles contre Doumbouya en Guinée, et puis se dire que non, on n'est pas dans le même contexte, c'est différent, et tout. Non, ça serait illogique. C'est aujourd'hui condamner, et c'est ce que je pense, même pour la CEDEAO, par le principe que le coup d'État ne devrait pas être le moyen par lequel certains arrivent au pouvoir ou quoi que ce soit. Mais après, c'est d'abord une affaire guinéenne. Et puis regarder comment est-ce que les choses vont évoluer. Et puis avoir des principes. C'est que la vie du président Condé ne soit pas inquiétée et que sa santé aussi soit celle qui soit gardée. Et puis aussi ceux qui ont eu à gérer peut-être les choses avec lui, que ces personnes ne fassent pas, ne subissent pas le courroux des nouveaux venus. C'est un peu cela qu'on met autour en termes d'abord d'éléments sur lesquels on ne discute pas du tout, et après voir comment est-ce que ça évolue, parce que n'oublions pas aussi qu'il peut y avoir en interne une inversion de tendance, un désaveu, et puis c'est des choses qui peuvent arriver. Maintenant, c'est un cours qui se laisse faire, et après, on arrive ce qui est possible. Des frontières étaient fermées, donc difficile d'y aller, et puis commencer à vouloir entamer une quelconque tractation en qui et qui, comment. On est dans une situation qui était d'abord plus que confuse depuis dimanche, on n'est que maintenant mardi, donc cela permet à chacun de mieux lire, et puis de voir vers où on va, et comprendre que bon, on est dans une autre situation guinéenne, et je crois que pour le camp Condé, ça paraît plié. Au lendemain du putsch manqué au Burkina Faso, beaucoup avaient nourri l'espoir et surtout pensé qu'on avait définitivement tourné la page des putschs en Afrique. Avec ce qu'on a comme réalité au Mali, dans une moindre mesure au Tchad, et ce qu'on voit actuellement en Guinée-Conakry, est-ce qu'il n'y a pas de quoi craindre pour la démocratie? Moi, je pense que la question que vous posez est très intéressante. De quoi craindre pour la démocratie? Mais je pense que les premiers à ne pas respecter ce qu'est la démocratie dans son expression, pour moi, forte, qui est d'abord le peuple, son ambition, sa volonté, à décider par elle-même de façon libre qui doit diriger et comment, et dans les règles que nous nous sommes imposées et que nous nous sommes imposées, non dans la lecture que chacun peut se faire à un moment donné selon ses intérêts. Tant qu'on ne respecte pas ça, c'est une démocratie d'abord qu'on commence à fouler aux pieds. Le troisième mandat, c'est de l'irrespect face à cette démocratie. Donc, ça commence là. Moi, je regardais
On a vu les images de Condé et tout. On a dit, oh, pauvre Afrique. Encore un président qu'on voit des boutons qui ne sont pas tous mis, un débardeur visible, sonné, ça rappelle Gbagbo et tout. Mais je pense que c'est pas pauvre Afrique. L'Afrique même est pauvre d'abord de ces messieurs-là qui ont décidé de fonctionner comme ça et marchant sur, piétinant, on va dire comme ça, sur ce que son peuple avait dans son tréfonds. Parce que quand vous prenez le cas guinéen, Condé n'a pas humilié d'abord même ce pays-là avec sa volonté de se maintenir mordicus au pouvoir après tous les engagements qu'il avait pris en disant lui vient faire ses 2 mandats, il va partir ou ceci ou cela. Non, c'est lui qui a commencé à fouler au pied la démocratie. C'est lui qui a commencé à se dire que non, on revoit les conditions et puis le compteur il est à 0 et donc je peux encore faire d'autres mandats. Non, on s'entend qu'on ne fait que 2 mandats. Vous trouvez le moyen d'une lecture, d'une relecture et d'une façon de revoir les choses et vous dire les 2 premiers mandats, c'est compteur à 0. Mais tant qu'on va fonctionner comme ça, si c'est ça la démocratie nouvelle qu'on doit respecter, je pense qu'on se trompe. Donc, l'irrespect face à la démocratie, c'est eux-mêmes qui ont commencé. C'est ces messieurs-là qui ont commencé. J'ai parlé de Condé, j'ai parlé de Gbagbo tout à l'heure qui termine un peu de la même façon, mais c'est ça la réalité. Et à un moment donné, il faut trouver d'autres voies et moyens pour vous contrer. Vous avez tous les appareils. Quelquefois, vous avez aussi, même au niveau de l'Assemblée nationale, parce que on va dire que oui, c'est tous des élus, si vous pouvez, il faut les battre dans les urnes. Mais comment ça se passe? Pour le cas guinéen, c'est un cas qui est patent. Les suspicions de bourrage d'urnes, ils étaient très forts. Regardez même le fichier électoral, comment il a été âprement disputé. Ça veut dire que les règles du jeu ne permettent pas l'expression claire et sincère de la volonté populaire. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois aussi que c'est la leçon qu'il faut retirer de ce qui est en train de se passer en Guinée. C'est que vous pouvez être malin face au texte dans votre puissance du jour ou du moment. Vous vous retrouvez dans la situation où vous arrangez tout en votre faveur et puis à un moment donné, il y a de façon brutale les choses qui sont ramenées à vous. Et c'est ce qui est arrivé au président Condé, assis dans le fauteuil et ne comprenant pas ce qui est en train de lui arriver. Mais parce qu'il a été prévenu. Il a été prévenu. Mais il s'est entêté. Tout comme beaucoup continuent de s'entêter aujourd'hui. On ne naît pas président. On le devient. Et le problème de nos chefs d'État, souvent, quand ils sont élus, ils oublient que c'est le peuple là qui a décidé qu'il soit là. Ils pensent que c'est divin. Non. C'est pas une onction divine. Vous n'êtes pas meilleur que les millions de nationaux que vous avez là. Non, vous avez été choisi à un moment donné pour faire votre part et puis laisser la place à quelqu'un d'autre pour apporter ce qui est possible. Vous n'êtes pas une solution divine. Sinon, ça allait dans une église qu'on allait vous désigner. Non, c'est après un vote. Mais après, il faut se rappeler que c'est juste une mission. Et quand on finit de l'accomplir, peut-être par 2 fois, si on a la chance, on laisse le passage. Et je crois que ça, c'est la solution. C'est une grosse leçon qui nous a été donnée avec ce qui s'est passé en Guinée. Même quand vous prenez le cas malien, ça a été ça aussi. À un moment donné, ce qui vous emporte, c'est la gabegie, c'est la corruption, c'est le laisser aller. Il y a des gens autour qui s'enrichissent. Il y a une paupérisation au niveau de vos populations. Ça ne va pas, on vous le dit, ça ne va pas. Mais voilà, vous êtes presque dans votre bulle, dans votre monde. Mais un matin, votre bulle, il y a quelqu'un qui pique dedans et pop, vous vous retrouvez dans la réalité et ça vous rattrape. Je pense que ça, c'est déjà la première grande leçon qu'il faut retirer de cela. Maintenant, on est dans une incertitude aussi. N'oubliez pas que quand on prend le cas de la Guinée, il y a eu un Dadis Camara. Il est venu, mais est-ce qu'il a été la solution? Est-ce que le monsieur il a été la solution? Il a voulu nous ramener dans un genre de concomitance des temps en étant un Sankara à une époque nouvelle. Mais ça n'a pas marché. Donc on est en train de regarder aussi ce qui est en train de se passer en Guinée. C'est 2 messieurs qui ont des parcours très différents. Quand je parle de Doumbouya et on parle de Camara, ils ont des parcours très différents. Il y a le bon militaire qu'est Doumbouya.
Et je pense que c'est ce qui lui a valu de revenir en 2011 et puis de prendre la tête de forces spéciales dont il a voulu travailler à une certaine comment on appelle, émancipation du ministère de la Défense. Mais le bon militaire, c'est-à-dire l'homme, comme on dit de lui, qui est bon dans l'opérationnel, va devoir maintenant faire face au tout politique où il faut manœuvrer sur un terrain qui n'est pas forcément pareil avec celui militaire. La mission de l'opérationnel où on va en finir, puis on revient, on est basé, là on est dans un registre qui est tout autre. Et quand vous regardez, on a l'impression qu'il y a eu beaucoup d'impréparation. Très souvent, quand vous avez des coups de force de ce genre-là, très vite, les opposants qui sont en prison et tout, on les libère. Mais vous avez vu qu'avec le cas guinéen, ça a pris au moins 24 heures pour cela. Donc il y a des choses auxquelles on pense, mais par après. Et quand on regarde, je pense aussi qu'il y a même de la prudence au niveau même de la classe politique guinéenne qui regarde pour voir à qui on a affaire, comment est-ce qu'on y va. Bon. Alors, parlant de la classe politique, c'est vrai qu'il y a eu une déclaration d'un collectif, sinon un regroupement de partis politiques avec à sa tête l'opposant historique d'Alain Diallo, aujourd'hui qui apporte son soutien à cette jeune militaire-là qui estime que c'était un coup d'État salvateur. Finalement, après cette déclaration, vous l'avez dit, on a observé cette prudence-là. Finalement, comment il faut entrevoir l'après Alpha Condé? Bon, je pense que là, on est dans une inconnue qui est bien parfaite. Parce que Doumbouya, le problème, c'est que, déjà, ce qu'on sait de lui, c'est à partir de 2011. Je pense 2011, lorsqu'il revient en Guinée. Pour le reste, légionnaire français et tout, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Il est avec des hommes. Ça a mis du temps pour qu'on sache si toute l'armée était avec lui. Ça veut dire que, n'oublions pas aussi qu'en interne, ça aussi, ça serait un facteur très fort. Parce que vous regardez les forces spéciales dont il avait la tête de la manœuvre, vous regardez, on a presque tout enlevé des autres pour grandir cette force-là, qui y avait près de 400 hommes. Vous savez, ça ne crée pas forcément l'unité au sein d'une armée. Ça, c'est une réalité. Il demeure les hommes forts de la Guinée parce qu'ils ont tout avec eux. Les bons hommes et tout ce qu'il y a comme force de feu. Et donc ça oblige les autres au respect. Maintenant, dans cette configuration, comment après il élargit les choses et comment est-ce qu'il manœuvre avec les aspirations aussi des Guinéens qui sont ceux qui sont celles d'une réalité qui soit bien meilleure. Corruption, et lui-même le disait, Doumbouya, dans l'une de ses interventions très vite, qu'il faut finir avec tout ça, cette Guinée qui rappelle certaines dérives et tout. Mais ça, c'est pas dans le mot. Le Guinéen va regarder comment ça s'améliore dans son assiette et comment l'équité qu'il a toujours voulu est en train de s'exprimer dans l'acte de l'homme fort nouveau qui est là. Et ça, de cela dépendra beaucoup de choses. Et puis pour le politique, n'oublions pas que même quand ils disent qu'ils soutiennent, c'est s'accommoder d'une réalité dont ils ne peuvent aucunement s'extraire. C'est un facteur exogène à eux. Ça, c'est comme ça l'aspect politique et celle militaire. Il s'est dit seulement aujourd'hui, il faut manœuvrer pour revenir à une situation normale, pour qu'il y ait des élections et que la Guinée continue. Tant qu'on est dans ce type de transition-là, et qu'on n'arrive pas à avoir des élections libres, transparentes et équitables, on ne peut pas passer à un autre ordre normal. Et à partir du moment où on se dit que c'est un coup d'État qui peut-être a marché, le défi nouveau, le défi premier maintenant, c'est celui de l'organisation des élections. C'est pour ça, très tôt, qu'est-ce que Doumbouya disait? C'est qu'on ne vient pas pour s'éterniser. Et c'est ce que tous les putschistes disent dès le départ. On ne vient pas pour s'éterniser. Mais le problème, c'est que c'est un fauteuil qui enivre. Et petit à petit, lorsque vous y asseyez, ce qu'on vous dit autour là, vous commencez à ne plus écouter. Et ça, on espère qu'il va pouvoir tenir ses engagements, celui de ne pas rester dans ce confort-là et de savoir que si, tant il est vrai que c'est pour une Guinée qui devrait avoir un changement, parce qu'il y avait quelqu'un qui était dans un entêtement des plus indescriptibles, je parle de Condé, il faudrait avoir aussi l'opposé qui est celle d'une ouverture relativement au problème des Guinéens aujourd'hui. Et le problème n'est pas d'avoir des militaires là et qui décident, mais c'est de revenir à un ordre normal où on ait au moins pour une fois des élections qui n'aient pas les suspicions de tripatouillage. Parce qu'avec Condé, ça avait été ça pendant tous ces 3 mandats qu'il avait pu avoir. Donc aujourd'hui, je pense que ce que Cellou Dalein Diallo et les autres attendent aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'il pèse
vraiment dans les urnes, sans qu'il y ait ces suspicions-là qu'on avait avant, et que ce soit le meilleur qui gagne. Mais ça, il faut revenir à un ordre qui soit un peu normal et qu'on travaille à ce qu'il y ait un calendrier de fin de transition. Ça, c'est important. C'est vrai que je parle déjà de transition, comme si tout était déjà plié, mais je pense que c'est ce qui est en train d'être entrevu aujourd'hui par cette classe politique. Merci Jules Var. Effondrement de bâtiments en construction au Burkina Faso et l'analyse de la situation en Guinée-Conakry. Voilà les deux sujets qui ont été retenus pour la convocation du jour. C'est comment mettre un point final à cette convocation-là. Merci en tout cas pour ces différentes clés de lecture. On se donne rendez-vous pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Ça sera demain sur le coup de 8h. Excellente journée en compagnie des médias leaders True TV et Watt FM.